puis Alain qui va s'occuper de tout pour que tout aille le mieux possible. Évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une coupure, d'une interruption, de quoi que ce soit, mais l'intérêt du webinaire et des choses à distance, c'est qu'on peut toujours les refaire, les enregistrer. Donc, on va pas, tout va bien se passer. Donc, voilà. À la fin de cette séance, vous aiguillera sur la suite de ce premier webinaire. Alors, le thème que j'ai choisi, c'est un thème assez général, cerveau bleu, cerveau rose. C'est une conférence que j'avais faite en 2011. Je l'ai changé évidemment, on va voir à travers ce webinaire qui va durer 1 heure. On va dépasser un petit peu parce qu'il faudra répondre à vos questions. Mais en 2011, c'était déjà un thème qui intéressait pas mal de monde. Et donc, je voulais le refaire avec vous, avec des mises à jour en 2017. Alors, bien sûr, lors des prochains webinaires, on abordera des thèmes très différents. Il y aura d'autres intervenants que moi-même. Et je voulais commencer par un thème assez général, même si la pédagogie Montessori ou d'autres pédagogies qui nous intéressent plus particulièrement dans nos formations online ne sont pas trop abordées, ça en fait partie. Voilà. Donc tout de suite l'agenda du webinaire. Si des personnes nous rejoignent, c'est pas grave si vous avez loupé l'introduction, puisque on l'a dit, on le redira, l'intégralité du webinaire est enregistrée et sera mis à votre disposition sur la plateforme Camilo. On va parler des différences physiologiques entre filles et garçons, dans un premier temps. Ensuite, j'ai choisi 3 livres qui sont une base de réflexion. Hein. Donc, le premier, c'est une femme, une Italienne qui l'a écrit. Il est très tranché, hein, sa position était très tranchée. Hein, en 1972, c'est une féministe, donc elle nous donnera son point de vue sur les filles. Monsieur Pollack, donc lui c'est plutôt des garçons, il parlera plutôt des garçons, c'est un Américain. Et Madame Elliott, elle parlera aussi bien des garçons et des filles, et c'est à elle que j'ai emprunté momentanément le titre Cerveau bleu, cerveau rose. Une partie qui suivra s'intitule Quels sont les constats dans notre éducation, le monde éducatif pour nos filles et nos garçons. Et enfin, on abordera, mais rapidement, parce que ce n'est pas vraiment l'objet de ce webinaire, de vous donner des réponses précises à ce que l'on peut faire de façon assurée auprès des garçons et des filles, mais j'avais envie de vous donner des pistes. Donc, la fin, moi je compte 45 minutes, il ne faudra pas que je traîne pour aborder tous ces points, mais à l'issue de cette présentation, je répondrai à certaines questions. Voilà. Alors pourquoi ce thème je l'ai dit brièvement tout à l'heure. Bon, je suis la maman, l'heureuse maman de 4 garçons, donc j'ai une expérience de terrain quotidienne. Je suis également éducatrice Montessori et formatrice, cela depuis aussi de nombreuses années. J'ai eu la possibilité de faire du soutien scolaire par une association pendant 4 années. C'était surtout des enfants du collège. On abordera tout à l'heure pourquoi, cette question. Et aussi des garçons. Au départ, je me disais, mais pourquoi est-ce que c'est toujours des garçons? J'ai un soutien scolaire. Voilà. Et j'ai eu aussi en dernier lieu la possibilité de voir ce documentaire qui est en bas à droite là, dans le diaporama, qui s'appelle L'école unisexe. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'était un diaporama, c'était un documentaire qui avait aussi éveillé mon questionnement sur ce sujet. Donc voilà pourquoi ce thème me tient à cœur. Et aujourd'hui, je partage avec vous donc 3 de mes ressources sur ce thème. Alors on va commencer par les différences physiologiques. Que se passe-t-il avant que l'enfant naisse? On voit que déjà pendant la grossesse, il y a une petite différence quant au développement du bébé. Et grâce à des outils aujourd'hui assez modernes, on peut essayer de voir ce qu'il en est. Alors, c'est pas, on va pas dire que le cerveau est très différent pendant cette période
chez un garçon par rapport à celui d'une fille. Mais il y a déjà des petites choses qui apparaissent et on va dire que la maturation est plus lente et qu'il y a un gros effet donc, à cause de la testostérone. Alors on va faire un petit quart d'heure, enfin même pas un petit quart d'heure à peine, d'anatomie. Alors, les ovaires ou les testicules sont formés pendant la grossesse dès la 8e semaine. Et donc, ils vont produire une hormone, elle va être différente chez la fille, c'est la FSH, et chez le garçon, c'est la testostérone. Cela va influencer le fonctionnement de l'hypothalamus. Alors, l'hypothalamus, je vous donne la définition, c'est un organe qui est situé en dessous du thalamus, juste au-dessus du tronc cérébral et qui forme la partie ventrale du diencéphale. Tous les vertébrés possèdent un hypothalamus et chez l'homme, il a à peu près la taille d'une amande, grosse noisette. Alors, c'est lui qui joue un rôle dans la synthèse et la sécrétion des hormones. Et l'une des fonctions les plus importantes de l'hypothalamus, c'est de réaliser la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien par le biais d'une glande endocrine qui s'appelle l'hypophyse. Tout ça pour dire qu'effectivement, ça va avoir un impact sur le développement du cerveau du garçon, de la fille. On dit aussi que la maturation est plus lente à cause du chromosome X et du taux de testostérone qui est plus élevé chez les garçons. Alors la testostérone, c'est une hormone qui est sécrétée à la fois par les organes génitaux du garçon et de la fille, mais chez le garçon, il y en a 7 à 8 fois plus. Et c'est ce qui va avoir un impact dans le fonctionnement sexuel de la personne. Alors, les garçons grossissent plus rapidement que les filles. Là, on est toujours dans la période de grossesse, hein. Mais leurs cellules sont par conséquent plus vulnérables à ce moment-là. On nous dit que le système de respiration, que le système immunitaire d'un garçon est moins mature que celui d'une fille. Alors, on avance dans le développement du fœtus et on a des chiffres, on a des sources qui nous disent que les garçons sont plus fragiles déjà au moment des naissances. Il y aurait 60% les naissances prématurées toucheraient 70% de garçons. On vient de dire que le système immunitaire était moins mature, donc on nomme des problèmes ORL plus fréquents chez les garçons. Il y aurait plus de fausses couches aussi de garçons que de filles, et la mortalité aussi infantile est plus élevée chez les garçons. Alors, pour ce qui concerne les maladies, qu'elles soient génétiques ou pas, parce qu'il peut y avoir des maladies héréditaires qui ne sont pas des maladies génétiques, des handicaps. Bon, là, j'ai un petit peu pris toutes les sources que j'avais. Là aussi, on note des différences. Par exemple, l'autisme toucherait 75% des garçons. Là, je voudrais mettre un bémol parce que j'ai relu récemment qu'en fait, on a une différence de... Attendez, parce que j'ai quelque chose qui s'affiche sur mon ordinateur qui me gêne. Voilà, je vais reprendre. Excusez-moi. On aurait un problème pour détecter assez tôt les filles qui sont autistes parce que on s'étonne moins du fait qu'elles ne parlent pas, on s'étonne moins du fait qu'elles soient tranquilles, qu'elles bougent différemment. Voilà ce que j'ai lu récemment. Donc, oui, tout ça, c'est à prendre aussi avec des pincettes. Les maladies comme la myopathie de Duchenne ne touchent que les garçons, l'hémophilie, il y a très peu de filles. Tout ça, c'est aussi parce que ce sont des maladies génétiques et que, étant donné que la paire de chromosomes sexuels n'est pas la même chez les garçons que chez les filles, ça a des conséquences. Alors, les différences physiologiques au niveau de la puberté, c'est là où il y a, dans le développement de l'enfant, il y a vraiment des choses importantes qui se passent et qui sont très très différentes, puisque les filles et les garçons jusqu'à maintenant étaient à peu près aussi avaient la même taille, en classe primaire, ils ont à peu près la même force, la même taille, mais à la puberté, les choses vont
changer de façon des fois très très différente, puisque les garçons peuvent prendre jusqu'à 10-15 cm en une année. Là, dans ce diaporama, vous voyez que donc, la puberté, elle est entre 12 et 18 ans chez le garçon, et puis entre 11 et 17 ans chez la fille. Alors, cette accélération de gain de force chez le garçon, elle, elle a un impact forcément, hein, donc elle est due aux hormones, encore une fois, les hormones androgènes ou oestrogènes ont un impact, et puis les muscles se développent chez les garçons. C'est encore une fois la testostérone qui fait son travail. Donc tout ça, on devrait prendre en considération ce moment de développement de garçon et de la fille. On devrait vraiment les prendre en compte. Alors, la partie suivante, c'est les effets de la culture. Je voulais vous donner rapidement un historique avec simplement quelques dates, hein. C'est pour nous aider à comprendre ce qui se passe. On est parti effectivement d'une éducation uniquement masculine. Et puis petit à petit, on a mis en place de la mixité. Je voudrais parler du vocabulaire qui est utilisé en France. On en reviendra sur une éducation différenciée. On parle aussi de coéducation, de mixité, enfin, tous ces mots un petit peu qui sont mélangés. Il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle entre nous pour être sûr qu'on parle de la même chose. Donc, je vous ai mis 1850, qui est la loi Fallou, qui là rendait obligatoire une création d'écoles de filles dans un certain nombre de communes en France. Le critère, là, était le nombre d'habitants. En 1924, là, c'était au niveau des programmes, et là, au niveau du secondaire, donc le programme devient identique pour les garçons comme pour les filles. On traverse rapidement le temps pour arriver donc en 1975 avec cette loi Abi qui est encore appliquée, dont on parle encore de Monsieur Abi. Et là, c'était pour la France un grand changement puisque on pouvait enfin mélanger, il fallait enfin mélanger les garçons et les filles. J'ai moi-même connu cela puisque j'ai dû changer d'école, ayant un grand frère, j'ai dû aller de l'école des filles, où on n'était pas mélangés, dans l'école des garçons qui devenait aussi une école mixte. Ensuite, je me souviens que quand je suis arrivée en sixième, donc c'était aussi dans ces années-là, je me souviens bien que j'étais la première promotion, entre guillemets, de sixième à être mixte. Ça s'est très bien passé, hein, en l'occurrence. Je ne vais pas dire qu'il y a eu des choses graves. Alors, la société française a un petit peu évolué parce que quand même, justement, c'était une obligation d'accueillir des garçons et des filles dans toutes les écoles, ou presque, parce qu'il y a encore quelques écoles qui étaient réfractaires. Mais bon, en 2008, il y a eu cette disposition qui, elle, a été adoptée par le Parlement, qui permettait au contraire la création d'écoles qui ne soient pas mixtes. Et donc, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais si vous faites des recherches actuellement, vous apercevez qu'il y a une grosse augmentation, non seulement d'écoles privées qui se sont créées en France et ailleurs, hein, qu'elles soient confessionnelles ou pas, mais aussi une forte augmentation d'écoles différenciées, et différenciées par justement le sexe, c'est-à-dire des écoles où on va accueillir que des filles ou que des garçons. Alors passons justement à ces trois ressources, là, ces trois livres sélectionnés. Donc le premier, c'est Madame Elena Giannini Bellotti, comme son nom l'indique, c'est une italienne. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Il m'a été recommandé par Bernadette Moussy, une de mes amies, qui est une spécialiste de l'éducation des petits-enfants, hein, Picler et d'autres. C'est elle qui avait fait une première partie de notre Camilo là, sur l'histoire de l'éducation. Et il se trouve qu'elle a en plus dirigé le centre Nashita Montessori de Rome pendant 20 ans pratiquement. Donc, je pense que c'est important de voir ce qu'elle a écrit, même si vous allez voir quand même assez désuet et aussi très très tranché. Bon, il faut savoir que c'est un best-seller que je vous présente aussi aujourd'hui, puisqu'il a quand même été tiré à 250 000 exemplaires. On le trouve encore actuellement sur Amazon et enfin, je pense, je peux vérifier parce que moi je l'ai acheté il y a quand même quelques années, mais on le trouve à mon avis encore en vente. Alors, on s'accroche parce qu'elle nous donne beaucoup d'idées et voilà, on va
va pas aujourd'hui forcément porter un jugement, mais elle nous dit que, elle nous parle du désir de garçon, et donc à son époque, hein, 1972, ce livre, elle nous dit que les femmes supportent le silence, le ressentiment et l'hostilité du mari ou des proches à ne mettre au monde que des filles et surtout aucun garçon. On est dans une culture patriarcale, nous dit-elle, avec la suprématie, pardon, j'ai du mal à le dire ça, de l'homme, et infériorité de la femme, omniprésente. On parle de recettes pour avoir des garçons et pas de filles, justement. Il y a apparemment des recettes qui s'échangent. Bon, je ne serais pas étonnée de voir peut-être que c'est encore le cas sur Internet. Je ne peux pas les regarder, mais pourquoi pas. Dans l'Antiquité, les penseurs exprimaient le fait que la femme porte la vie, mais ne la donne pas. C'est l'homme qui la forme. Donc, vous voyez, elle a beaucoup d'exemples, beaucoup d'arguments pour ce qu'elle, comment dire, pour ce qu'elle elle avance comme idée forte. Elle nous dit que c'est en 1956 qu'on découvrit l'existence de spermatozoïdes porteurs du chromosome X et de spermatozoïdes porteurs du chromosome Y. Alors, elle nous dit où est-ce que les femmes à cette époque où est-ce qu'elles auraient trouvé le courage de s'opposer aux préjugés qui pèsent sur elles par rapport à l'éducation. Alors, je vous ai affiché donc ce slide-là avec des photos. À l'époque de Madame Bellotti, les paysans craignaient la naissance de filles. Les garçons sont des bras pour une exploitation, les filles sont plutôt des dots, nous dit-elle. Bon, avec l'émancipation, elle dit, on espère toujours un garçon, rien n'a vraiment changé. Donc là, on retrouve ce leitmotiv, c'est que la réalité sociale, elle met beaucoup plus de temps à changer, même si des fois les pensées psychologiques évoluent. Elle nous dit qu'à l'époque, on adopte plus de filles que de garçons, parce que les filles sont plus jolies, elles sont plus gracieuses, elles sont agréables pour être dans la compagnie. Et on a le sentiment aussi, et surtout les mères, ont le sentiment qu'elles vont garder près d'elles plus longtemps la fille qu'un garçon, qui lui est plus indépendant et qui trouvera donc sa voie rapidement, alors que la fille, ce sera un mari qu'il faudra qu'elle trouve. Elle nous parle du conditionnement. Alors le conditionnement, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui commence très tôt. Et voilà, on l'a vu tout à l'heure, des fois même avant la naissance, hein, on ne va pas caresser son ventre de la même façon, s'adresser à son bébé aussi, les futurs parents de la même façon, on ne va pas changer la couche avec les mêmes gestes, la même douceur. Donc elle dit en fait qu'il y a un conditionnement qui est social, qui est culturel, et cela commence par les couleurs des vêtements qu'on leur met au bébé, soit consciemment ou pas, hein. Même l'agencement de la chambre est dans cette idée. Et donc, rapidement, on met les garçons et les filles dans des côtés qui sont assez opposés. Dès la naissance, on élimine tout ce qui pourrait les rendre semblables et l'on exalte tout ce qui peut les différencier. Ça, ce sont des paroles que j'ai tirées de son livre. Au niveau de l'allaitement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, effectivement, ça commence très, 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 très tôt, hein. On allaite plus longtemps les garçons que les filles, on les laisse téter plus longtemps, parce qu'il est plus fragile, il en est moins, la mortalité est plus importante. Donc ça, c'est des éléments que j'avais ces éléments, je les avais repris dans la première partie. La fille doit être sacrifiée pour apprendre très tôt à l'être encore plus par la suite. Alors, vous voyez, ça c'est fort. Madame Bellotti explique que la fille, elle est vraiment sacrifiée. Au niveau de l'apprentissage de la propreté, eh bien voilà, on commence avec les filles plus tôt, on attend qu'elles soient plus présentables. Voilà, il y a une différence aussi à ce niveau-là. On va laisser moins facilement une petite fille se promener nue dans la maison. Elle note aussi que le vocabulaire pour nommer le sexe de la fille est beaucoup moins riche que pour nommer celui du garçon.
Attendez, que je relise. Le vocabulaire pour nommer le sexe de la fille est beaucoup moins riche que pour celui, alors j'ai noté de la fille, ça va être du garçon, hein. Donc, il faut que je vérifie un petit peu dans son livre. Les différences éducatives. Les mères sont plus sévères avec les petites filles, surtout lorsqu'elles sont actives, précoces, elles bougent, on les appelle d'ailleurs des garçons manqués. Durant la petite enfance, on éduque un enfant à reconnaître les deux sexes et à s'identifier vers 18 mois à l'un ou à l'autre. Voilà, je redis pour ceux qui viennent éventuellement de nous rejoindre que je ne fais que reprendre ce que Madame Bellotti a écrit dans son livre qui parle des petites filles, hein. Il ne s'agit pas de méprise de position. Alors, elle parle de test qui est fait aussi. On demande aux petites filles, est-ce que tu aimerais être un garçon? Alors, il y a 15 filles qui disent oui. Et est-ce que tu aimerais être une fille? Il y a pour un garçon qui dit oui. Les différences éducatives, au début, les apprentissages de l'enfant se font surtout par imitation. Donc, il y a un modèle de père, un modèle de mère, un modèle de femme, un modèle d'homme. Donc, les enfants apprennent grâce à cette imitation, donc le langage, les gestes. Et donc, après vient une phase d'identification. Et en général, la fille s'identifie donc à la mère et le garçon au père. Bon, en 1972, je pense qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui étaient encore à la maison qu'aujourd'hui. Donc, il faut remettre toujours le discours par rapport au contexte. Elle dit que la femme, elle est au service des autres. Et Madame Bellotti nous décrit une évolution de l'agressivité extérieure vers une agressivité plutôt intérieure des petites filles dès l'âge de 2 ans. Voilà, donc elle prétend que ce sont les parents qui gravent dans l'esprit de l'enfant un modèle très précis et que les enfants, ben, ils n'ont pas trop le choix, ils s'adaptent. Cependant, personne n'aime se voir considéré comme un individu de deuxième catégorie. Cette découverte est cause de souffrance, elle affaiblit l'estime de soi, elle diminue l'ambition, elle limite la réalisation de soi et elle provoque l'envie envers les privilégiés, donc c'est les garçons, et le désir de l'être aussi. Voilà, je vais peut-être un peu vite, mais bon, c'est un livre qui nous brosse un tableau très complet. Tout est, voyez, abordé avant la naissance, pendant la naissance, après la naissance, la relation, donc le social, les jeux, la culture, c'est assez complet. Alors pour parler aussi des jeux, des jouets, bien sûr, à l'époque, il y en avait sans doute moins ou très différents en tous les cas. Elle nous dit dans un premier temps qu'on transmet génération après génération ses jouets. Donc en général, la maman, si elle a une fille, elle va te donner sa poupée, son nounours, vous voyez, ses jouets. Et puis, bon, si elle n'en a pas, est-ce qu'elle osera donner justement sa poupée à son garçon? J'en sais rien. Euh, alors, elle nous dit que l'enfant ne choisit pas ses jouets, car c'est justement les autres qui choisissent pour lui. Elle nous dit qu'avant 5 ou 6 ans, les enfants ont à peu près les mêmes jouets. Alors, tout à l'heure, vous verrez que aujourd'hui, on parle plutôt de 3 ans, apparemment, l'âge auquel on bascule. C'est-à-dire que bon, ces hochets qui sont un peu unisexes, là, de couleurs peu orientées, le sont dès l'âge de 3 ans, un peu plus. Euh, donc, elle dit que bon, les jouets sont des fois les mêmes, mais c'est pas pour autant que l'utilisation du jouet n'est pas déjà différent. Une petite fille va avoir souvent des gestes différents, peut-être plus doux, moins saccadés par rapport à un garçon qui va s'occuper de son nounours. Alors, Madame Bellotti s'oppose aux explications biologiques et psychologiques de Erikson. Bon, selon elle, ce sont des clichés culturels et le comportement social des adultes est celui qui conditionne vraiment celui de l'enfant. L'activité physique. Alors, de la fille, quelle est-elle?
Bah, moi, je m'en souviens très bien, et je ne vais pas dire le contraire. Dans la cour de création, les filles étaient avec les filles, les garçons avec les garçons. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais on sautait à la corde, on jonglait, on chantait des chansons, on avait les marelles. Effectivement, je me souviens pas vraiment s'il y avait beaucoup de garçons. Je pense qu'il y en avait, mais bon, les filles étaient plutôt avec les filles, hein. Ça, c'est vrai à cette époque. Et donc, elle a même enfoncé le clou, si je puis dire, par rapport aux vêtements. Et c'est pas les mêmes vêtements. Voilà, les filles sont des fois gênées si les mamans les habillent de jupe ou de jolis corsages. Alors, la littérature enfantine, donc, elle a aussi bien évolué depuis les années 72, mais ça fait rien, c'est ce qu'elle nous dit à l'époque. Elle a analysé 144 livres de lecture. Enfin, elle l'a pas fait toute seule, elle l'a fait avec un groupe de femmes qui travaillaient avec elle. Et ils ont ils ont trouvé parmi ces 144 livres 881 récits avec des garçons protagonistes et 344 avec des petites filles. 45% des petites filles choisissent un héros masculin contre 15% de garçons qui, eux, vont choisir un héros féminin. Voilà ce qu'il en ressort. Et donc, bah, par rapport aux vieilles légendes, bon là, il y a c'est Disney, mais il y a Grimm, dont s'inspire Disney d'ailleurs. Elle nous dit que 80% des personnages négatifs de ces histoires sont des femmes, et que les femmes sont soit stupides, soit malveillantes. Aïe, aïe, aïe. J'espère que ça a évolué depuis, hein. Alors, les institutions scolaires. Donc, évidemment, elle est montessorienne, hein, donc elle dit que l'enfant est une personne et qu'elle est sérieuse, on peut lui faire confiance. Il a une capacité à être un grand travailleur, un gros travailleur. Il est acharné, infatigable, attentif, lucide, précis. Vous voyez, elle utilise des adjectifs euh, qui enjolivent la personnalité de l'enfant. Dès l'instant où il vient au monde, c'est un explorateur insatiable, téméraire, curieux, qui va utiliser ses sens, son intelligence, comme un scientifique. Donc toute son énergie est tendue vers la connaissance. Alors, grâce à l'institution et grâce aussi à l'éducateur, ce qui est dans notre jargon Montessori, va nous tracer un portrait moral de l'enseignant qui doit être une personne donc pleine de qualités, qui doit être un modèle positif, patient, rempli d'amour. Et je pense que déjà à l'époque, c'était beaucoup de femmes qui enseignaient, en tous les cas auprès des petits-enfants, comme c'est encore le cas. Mais malgré tout, elle pense que les hommes seraient moins nocifs auprès des enfants, car ils ont reçu dans leur jeunesse moins, justement, d'autorité et de répression que les petites filles. Donc c'est le mot de la fin par rapport au livre de Madame Bellotti. Je vous laisserai donc réfléchir, ou voire même vous documenter sur ce livre pour voir quelle est la question qui vient en vous par rapport à tout ça. On va passer au deuxième livre, donc, qui lui a été écrit dans les années 99, plus récent, par Monsieur Pollack, qui est un chercheur à la Medical School d'Harvard. Donc lui, il parlera beaucoup des garçons. En résumé du livre, voilà ses idées phares. Le garçon très tôt se cache derrière un masque. C'est le masque de garçon que la culture, la société lui impose. Il vit un traumatisme de séparation avec sa maman très tôt, à l'âge de 3 ans. Il est complètement tributaire d'un code de masculinité. On ne lui donne pas le choix, il doit devenir un homme, s'endurcir, avoir des muscles, vous voyez, comme le petit garçon sur la photo. Et puis, surtout, par rapport à ses émotions, il doit être en phase avec les émotions habituelles dans sa culture. Alors là, je vais vous donner encore des chiffres que M. Pollack nous donne. Par rapport aux punitions, par exemple, il nous dit qu'il y a 50% en plus de punitions pour les garçons que pour les filles. Il nous dit qu'il y a 2 tiers de garçons en plus dans les classes spéciales au niveau du secondaire. Il nous dit qu'à l'université, il y a moins d'étudiants et de diplômés garçons que de filles. Il nous dit qu'il y a 59% des gens qui ont une maîtrise, on dirait donc un master aujourd'hui,
qui sont des filles, donc 59%. Il nous dit qu'il y a 10 fois plus de garçons qui sont détectés comme hyperactifs. 10 fois plus. Il nous dit qu'il y a, parmi les enfants qui sont renvoyés des écoles, il y en a 71% qui sont des garçons. Wow, ça, c'est des chiffres qui font peur, qui nous questionnent, qui doivent nous éveiller à pourquoi, comment ça se fait. Hein, on a dans la tête que les garçons sont violents, ils sont dangereux. Alors, qu'en est-il de leur image de soi? Qu'en est-il de leurs émotions, de leurs émotions? Il nous dit qu'ils se sont des vantards, mais ça, que c'est un bouclier en fait. Hein. Ils veulent pas passer pour des intellos, ils veulent pas assumer le fait qu'ils bon, ils soient des garçons. Alors voilà, il nous dit que de telles approches réduisent les garçons au silence, en, en anéantissant leur voie de résistance, de combativité et d'individualité. Et du coup, ça perpétue les actes d'impertinence que les garçons commettent, parce que selon lui, ce sont simplement des gestes, des attitudes pour attirer l'attention. Alors il constate ce qu'on constate aujourd'hui, puis encore plus maintenant avec le numérique, c'est que bon, les garçons ont du mal à écrire, ils écrivent moins bien, ils sont moins appliqués, les cahiers sont moins propres. Pourquoi? Quelles sont les explications données par M. Pollack? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, l'idée du masque, hein, et puis du traumatisme de l'enfance. Ils n'ont pas le choix, ces garçons, ils doivent être autonomes, très tôt dans leur vie. L'autonomie, voilà, on en parle beaucoup sur nos formations, là, on veut absolument que nos enfants soient autonomes, mais voilà, hein, c'est ce qu'on attend d'eux. La séparation de la mère est si mal vécue qu'elle est un traumatisme dans la vie affective du garçon, voire même de l'homme par la suite. Il nous dit si on élevait les enfants, pardon, si on élevait les filles comme on élève les garçons, c'est-à-dire avec une séparation précoce de personnes proches, eh bien on dirait qu'elles courent de gros risques. Il nous donne plein de chiffres aussi, parmi donc en comparant, il y a 40% des garçons de 9 ans, ils passent leur week-end avec leurs parents, alors qu'il y a 50% des filles qui passent le week-end avec leurs parents. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Que des garçons qui vivent une douleur de séparation ont recours à des comportements turbulents, dramatiques. Ce sont des appels à l'aide. Beaucoup de troubles de comportement, d'inattention sont causés par le vide laissé par la séparation avec les parents. Il nous donne l'exemple dans son livre, je l'avais noté, d'un petit garçon là qui est pyromane, à 7 ans. Hein, et en fait, il se trouve que son papa, c'est un policier qui enquête sur les incendies criminels. Donc voilà, le raccourci, c'est de dire bah, son fils, il allume des incendies parce qu'il sait que son papa, du coup, va venir et du coup, s'occupera de lui. Il nous redit que les enfants, ce qu'ils recherchent, c'est quoi? C'est deux choses, l'amour et l'attention. Les mamans encouragent dès leur naissance les garçons pardon, à se détacher émotionnellement d'elles, beaucoup plus que les filles. Les nourrissons, il nous dit que les nourrissons garçons sont plus agités, ils pleurent plus, ils sursautent plus, ils sont plus excités que les filles, ça se voit tout de suite. Alors, pour ce qui concerne la mère, il nous dit qu'elle enseigne à son fils comment gérer la contradiction entre force et sensibilité. Sans intimité avec sa maman, le garçon s'épanouit moins bien. Ça vient aussi de la confusion interne de la maman, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle souhaite pour son fils. Elle ne sait pas toujours ce qu'elle souhaite pour son fils. Des fois même, il nous dit, elle ne sait pas ce qu'elle souhaite comme homme dans sa vie. Donc, il invite les mamans, les mères, à réfléchir à leur propre concept sur la masculinité. Ne manipulez pas les émotions de vos enfants pour les humilier, les culpabiliser ou les contraindre à faire ce que l'on souhaite, ce que nous souhaitons. Voilà ce qu'il nous donne comme conseil. Il nous dit que face à un parent qui va être dominateur et contrôlant, l'enfant il a deux solutions, il a céder ou fuir. Donc le meilleur guide d'une maman, c'est la connaissance de son enfant qu'elle va acquérir à travers les interactions quotidiennes qu'elle va avoir avec lui. Alors le père maintenant.
Alors là aussi, il parle d'études qui ont été menées auprès de familles hein, dont le père s'était occupé plus principalement des enfants. Et il s'apercevait que les garçons étaient du coup plus souples, ils avaient une attitude plus ouverte et positive envers les filles, une plus grande capacité à se lier. Il nous dit que les pères, ce ne sont pas des mères au masculin. Les pères, ils vont stimuler, alors qu'en général, les mères, elles vont apaiser les émotions. Donc, encore une fois, on parle des émotions. Euh, voilà. Alors, quels sont les jeux et les jouets que le père fait ou les moments de partage parce que ça va permettre au garçon, s'il il est en présence de son papa, de décoder ses émotions, de les déchiffrer et puis de trouver les siennes. Il nous parle de soif de père. Donc jusqu'à présent, les pères étaient assez absents de l'éducation, mais je pense que ça évolue, même si ce livre est assez récent, date de 99. Alors, on lui parle des obstacles à la paternité. Les pères passent moins de temps avec leurs enfants. Ça augmente, enfin, c'est en voie de changement, je viens de le dire. Et du coup, ça a un impact positif sur tout le monde, sur l'enfant, sur le père, et puis même sur la mère et toute la famille, et tout le monde pourra en tirer un bénéfice. Les adolescents. Alors ça, c'est je pense une grande question à se poser parce que c'est vraiment, on l'a dit tout à l'heure, à travers les changements physiologiques que vivent les garçons et les filles. Il se passe beaucoup de choses dans leur corps, dans leur tête, dans les hormones, etc. Et il faut absolument les accompagner bien mieux qu'on ne le fait, à mon avis, hein, aujourd'hui. Donc là, il nous dit, pour parler de Monsieur Pollack, il nous dit que la société prétend que devenir adulte, c'est se séparer de sa famille. Mais lui, il n'est pas du tout d'accord. Il dit que pour définir une identité masculine forte, il faut que l'enfant, l'ado, puisse compter sur les gens qu'il aime et inversement, hein, qui vont être qui? Sa famille, ses amis, ses proches et le milieu scolaire dans lequel il évolue. Auparavant, selon lui, les adolescents étaient bien plus protégés et aujourd'hui, ils sont fragilisés, ils reçoivent des messages très confus à travers la société. On parle en ce moment du genre, etc. Bon, c'était pas à l'époque, mais voilà. L'ado, il est perdu parce qu'il vit des choses de transition intérieure très fortes et puis il reçoit des signes extérieurs, des fois, qui ne l'aident pas dans le bon sens. Monsieur Pollack nous reparle du stéréotype de l'homme, hein, je le répète parce que c'est utile de l'entendre. Il a moins le droit d'exprimer ses émotions, même si il est sensible. Le garçon doit jouer deux rôles en permanence, comme respecter les filles, mais avoir des expériences sexuelles. Le garçon n'a pas de signe évident de sa maturité sexuelle, contrairement à la fille. Voilà, il vit aussi ses premières amours, ses premières expériences avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de mal-être, beaucoup de difficultés. Apparemment que peut-être moins que les filles, hein, ça serait à voir. Mais là, on parle des garçons. Et les garçons en parlent moins d'ailleurs avec leurs parents de la sexualité. Euh, voilà, en tous les cas, c'est le deuxième traumatisme euh, que vit le garçon. Donc ça, c'est un message assez fort que nous envoie Monsieur Pollack. Je l'avais noté parce que je pense qu'il faut l'avoir en tête. La majorité des garçons respectent leur famille et ils trouvent un ou des modèles. Donc il ne faut pas abandonner. C'est nous qui sommes auprès d'eux, surtout dans des moments de transition comme cela. Alors, parce que sinon, si l'enfant l'adolescent est abandonné, et là on va parler aussi bien des garçons que des filles, hein, je pense, mais bah, il va se murer dans un silence, c'est l'échec scolaire, c'est toutes les dérives qu'on appelle alcool, drogue, et ça peut aller jusqu'au suicide. Euh, donc voilà, j'avais aussi des chiffres là, mais bon, je ne les ai pas notés ceux-là, et il y avait beaucoup plus de garçons qui se suicident que de filles à l'adolescence. Voilà, le silence. Alors l'école, qu'est-ce que nous dit Monsieur Pollack?
Les enseignants de mon fils sont-ils au courant du code de la masculinité? Est-ce qu'ils sont au courant de ce concept de masque qui est pris par l'enfant tout petit parce qu'il n'a pas besoin, il n'a pas le droit de dire que sa maman lui manque dès qu'elle l'a déposé à la crèche, qu'il n'a pas le droit de pleurer? Est-ce que les enseignants ont la sympathie pour les garçons? Est-ce qu'ils n'aiment pas plutôt des filles bien tranquilles? Euh, Est-ce qu'on enseigne des matières à nos garçons qui sont intéressantes pour nos garçons? Est-ce que cette école va réussir à stimuler mon fils, à lui donner le goût d'apprendre? Est-ce un endroit où mon fils se sent en sécurité? Voilà. Donc selon lui, il dit qu'il y a pas, parfois il y a une inconscience des problèmes que vivent les garçons par rapport au corps enseignant, qui ne sont pas qualifiés, qui manquent de formation, et que les garçons aussi manquent de chaleur. On est moins cool, moins sympa avec eux, à cause de ce mythe de la toxicité masculine. Les solutions. Alors, lui non plus, hein, il ne va pas vous donner une recette miracle, mais bon, il essaye d'avancer un petit peu dans son argumentation et il dit que c'est ensemble que nous allons pouvoir désapprendre ce code de masculinité et pouvoir créer, inventer, proposer des solutions, des ambiances dans lesquelles les garçons seront mieux. Il parle de tâches pour lesquelles les hommes ont besoin d'aide. On va y revenir tout à l'heure, mais on va voir qu'au niveau langage, on aperçoit un petit décalage. Les garçons ont un petit peu plus de mal dans leur langue native. Partage des expériences, respect de l'intimité de l'enfant, et avec l'enfant, est-ce qu'on respecte tout ça? Ça, c'est des questions, des pistes de réflexion qu'on peut mener ensemble, c'est avec les enfants, et puis nous, le corps enseignant et les parents qui pouvons trouver des solutions. Voilà, j'avance parce qu'on a pris un petit peu de retard, mais je veux prendre le temps de vous parler de ce livre, qui est donc plus récent, 2009. C'est une américaine aussi, qui est professeure en neurosciences. On parle beaucoup actuellement des neurosciences, de la neuroéducation, etc. Là, il y a un petit jeu, là, Pink Brain and Blue Brain. Je crois qu'il est traduit maintenant en français, je suis pas sûre, mais moi, à l'époque, je l'avais acheté en anglais, ce livre. Vous voyez, Pink Brain, c'est écrit en bleu. C'est un petit clin d'œil. Donc là, on va reparler un petit peu d'anatomie et puis aussi peut-être de solutions. Vous pouvez trouver des enregistrements, mais en anglais, hein, de Madame Elliott, hein, sur YouTube, pardon, si vous voulez réécouter des choses aussi un petit peu plus récentes. Enfin, 2009, c'est quand même là. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les gènes et les hormones ont un impact sur l'enfant. Ils déterminent notre réaction émotionnelle et notre façon de penser. Mais ils ne sont pas les seuls, les plus importants. Donc, c'est pas, là, il n'y a pas de différence hein, notoire. Si on observe un cerveau qu'on a pu prélever en médecine, là, on va pas vraiment voir de différence entre un cerveau d'homme ou un cerveau de femme. Hein. Ce qui se passe, c'est à l'intérieur, cette plasticité du cerveau. Euh, voilà, elle nous dit que la plasticité est telle que on s'habitue très très vite et très jeune à ce stéréotype. Donc c'est entre l'inné et puis l'acquis. Le cerveau va rapidement recevoir des messages extérieurs et va s'adapter au stéréotype de la culture dans laquelle il est, de la famille dans laquelle il évolue. Elle nous dit on peut se poser la question, mais comment cette personne a utilisé son cerveau pour avoir ce comportement? Elle dit que la façon avec laquelle nous nous comportons, nous adressons à l'enfant, ça a un impact très fort sur l'enfant et aussi sur ses apprentissages. Le marketing et la société participent donc de façon très forte à ce comportement. Alors, les garçons ne sont pas meilleurs en mathématiques, mais ont un raisonnement dans l'espace différent de celui des filles. Et les filles ne sont pas plus sensibles que les garçons, mais ils expriment plus et différemment leurs ressentis. Il faut lutter, selon Madame Elliott, contre les idées reçues.
Alors, là, j'avance un petit peu parce qu'on a pris un peu de retard, j'avais d'autres choses à vous dire, mais bon, pour conclure sur Madame Elliott, je vais revenir en arrière. Donc, elle dit par exemple, si on observe si les enfants se sentent observés pendant qu'ils jouent, eh bien, ils vont se conformer à l'observation de l'adulte. Et les garçons vont prendre des jouets de garçons et les filles vont prendre des jouets de filles. Elle nous dit qu'il n'y a pas de gender neutral parental. Ça veut dire que c'est pas possible. Il n'y a pas un regard neutre d'un parent, d'un adulte sur un enfant. Et c'est elle qui, pour revenir sur les jouets dont on parlait tout à l'heure, c'est elle qui nous dit que dès l'âge de 3 ans, on oriente les jouets de nos enfants dans les catalogues, dans les boutiques, à l'école, dans la cour de récréation, dans les familles, partout, partout, partout. C'est très orienté, à tel point que 70% des jobs, des métiers aujourd'hui, selon elle, ont un genre qui domine. Alors, qui peut évoluer dans le temps, parce qu'elle nous dit il y a 20 ans, il y avait 80% des vétérinaires qui étaient des hommes, et aujourd'hui, ça s'est inversé, ce sont des femmes. Voilà. Donc, voilà pour Madame Elliott, en tous les cas, pour ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, on en a fini avec ces 3 livres, hein, ces 3 auteurs qui nous donnent beaucoup de chiffres, beaucoup d'éléments factuels. Alors, nous, aujourd'hui, dans la société française, les constats que moi je fais actuellement, alors là, c'est un peu plus moi qui vais parler, qui vais engager mon point de vue. On parle beaucoup de l'égalité des sexes, l'égalité des salaires. Vous voyez, on communique beaucoup sur le fait qu'il faut essayer que ce soit bien équilibré. On fait passer des tests aux enfants aussi, à différentes époques, différents tests, et puis on compare, et voilà ce qui ressort des tests cognitifs. Les filles, voilà, le développement personnel et social, tout ce qui est langage, littérature, les développements créatifs, elles réussissent, elles scorent mieux, comme on dit, au test, hein, alors que les garçons scorent mieux sur tout ce qui est savoir, compréhension du monde. Bon, c'est assez facile et raccourci évidemment de tout ça, mais c'est quand même ce qui ressort hein, des tests. En général, les garçons et les filles les passent dans les mêmes conditions. Donc, il faut prendre en compte, par rapport à ce que nous on va proposer à nos enfants, aux enfants, il faut quand même prendre en compte ces éléments-là. On dit aussi que bon, il y a des enfants qui ont besoin de compétition, il y en a pour lesquels l'école ne marche pas, ne convient pas, la phobie scolaire. On dit aussi qu'il y a besoin d'encourager les enfants, il faut parler beaucoup à l'école maternelle, tout ça, ce sont des constats. Si on remonte dans le temps, tout à l'heure, j'ai été remontée simplement au début du 19e siècle, même peut-être la fin, et pour reparler des garçons et du mouvement, effectivement, là, en Grèce, on proposait non seulement l'éducation du corps, mais aussi l'éducation de l'esprit. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas un peu basculé trop d'un côté ou de l'autre? On parle beaucoup aussi du jeu, alors du jeu, du jouet. Donc nous, dans la pédagogie Montessori, c'est pas un terme qu'on utilise beaucoup. Il semblerait que si on surstimule le jeu, eh bien, ça a un effet positif. Et moi, j'ai rencontré une grand-mère qui avait un petit garçon autiste et qui a créé carrément une méthode qu'elle a pu élaborer avec son petit-fils et qui l'a vraiment sorti de sa bulle parce que il était surstimulé, pardon. Ça veut dire qu'il y avait 2 ou 3 heures par jour déjà des éducateurs qui venaient pour jouer avec lui. Donc, bah, nous, dans la pédagogie Montessori, on le répète beaucoup, mais l'enfant a besoin de bouger, hein, ça met en place des connexions neuronales, ça le met en perspective d'être acteur, mais ils ont besoin de bouger, de manipuler. Ouais, vous voyez, tout ça, c'est des éléments aussi sur lesquels on doit continuer à communiquer, parce que c'est ce qui va aider nos enfants à apprendre et à se construire. Alors voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Est-ce qu'on tient compte de ces différences aujourd'hui?
Moi, je veux simplement pas vous donner une réponse, hein. J'ai pas, il n'y a pas de baguette magique, sinon ce serait trop simple. Mais simplement, est-ce que on a des pistes? Est-ce qu'on peut aussi échanger sur ces pistes, hein? Comment l'éducation va-t-elle produire un effet de levier sur ces différences garçons-filles? Si l'on veut l'égalité des chances pour tous, il faut respecter le développement, des garçons comme des filles, et donc réfléchir à ça. On ne peut pas proposer aujourd'hui donc une uniformité, même dans la pédagogie Montessori, on pourrait tomber dans cela, dans cette facilité, hein, le même matériel au même moment pour tout le monde. Il faut continuer à se poser les questions. Alors, il y a beaucoup de tentatives. Moi, j'en ai vu, j'en connais, j'en lis, on m'en parle. Bon, tout ce qui est enseignement différencié. Alors, différencié, c'est un adjectif derrière lequel se cachent beaucoup de choses. On en parlait tout à l'heure. Si c'est une éducation une école que pour filles, bah, ça va être un enseignement différencié qui va être différencié sur le sexe, mais ça peut être aussi sur autre chose, hein, sur les matières, sur voilà, on va donc avoir un enseignement qui va s'adresser non plus à une classe, un groupe classe, mais à un enfant. Donc, ils sont différents. Et du coup, si on répond à leurs différences, ça va être un enseignement différencié. Des écoles mixtes, mais pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a une séparation par matière. Moi, par exemple, je vous parlais de mon collège tout à l'heure que j'avais suivi, où j'étais rentrée en sixième, on était mélangés garçons-filles, mais pas tout le temps, pas pour le sport, par exemple. Vous voyez, sur certaines matières, est-ce qu'il n'y a pas utilité à séparer les filles et les garçons, surtout au niveau du collège, quand il s'agira de l'éducation sexuelle, par exemple? Est-ce que les garçons ne seront pas plus à l'aise entre eux pour parler de cela, et les filles aussi? Moi, bon, je prône toujours le choix. Donc, est-ce que on pourrait aussi penser à ça existe, des écoles où il y a à l'intérieur de l'école, il y a une classe qui va être que pour garçons et c'est selon leur choix, ils pourront passer l'année dans une classe rien qu'avec des garçons ou alors aller dans la classe mixte. Vous voyez, il y a des émergences de tentatives, de solutions. Donc voilà, je vais arrêter parce qu'il faut laisser un petit peu de temps pour la conclusion. Bon, voilà, en conclusion, j'espère une prise de conscience des uns et des autres par rapport à ça, cette différence entre les garçons et les filles. Ça va amener vers une richesse parce que avec une petite touche d'humour, si on dit que les hommes sont de Mars et les femmes de Vénus, eh bien, on pourra peut-être dire que les filles sont de Pluton et les garçons de Jupiter. Voilà, donc j'en ai fini moi avec ce que j'avais préparé pour vous. Ça a été peut-être un peu vite, hein. J'espère que ça a été clair en tous les cas et que c'est quelque chose qui va faire un peu son chemin en vous. N'hésitez pas à en parler ou à en reparler. Euh, donc je vais repasser la parole au maître de séance. Et puis en tous les cas, moi je suis très contente encore une fois de vous accueillir pour ce premier webinaire. On a la forte volonté qu'il y en ait d'autres. On a plein d'idées sur les thèmes, parce qu'il y a plein de thèmes à traiter sur l'éducation et puis bon, évidemment plus particulièrement sur l'éducation Montessori. Donc j'espère vous revoir très bientôt. Et donc voilà, je passe la parole au maître de séance. Je suis Merci. là. Donc, merci Muriel. Alors, je vais te soumettre les questions qui m'ont été transmises pendant ta conférence et en même temps, je vais lancer les sondages. On a deux sondages. On a un sondage sur le contenu et un sondage sur les aspects techniques. Alors, voici le premier sondage et vous pouvez répondre. Et Muriel, voilà la première question. Il y en a deux. Finalement, la pédagogie Montessori ne respecte-t-elle pas tout de même, j'ai du mal à me relire, ne respecte-t-elle pas tout de même plus les besoins de chaque enfant, qu'ils soient en rapport avec son sexe ou d'autres spécificités, avec entre autres le libre choix. Voilà, désolé d'avoir bafouillé en lisant la question, mais je pense que tu as compris. D'accord, alors là, c'est une question qui est orientée par rapport à la pédagogie Montessori, qui effectivement propose le libre choix.
Donc l'enfant, effectivement, surtout dans une classe 3-6 ans, il a libre choix des activités, il a libre choix de répéter une activité, il a libre choix de où est-ce qu'il va se placer dans la classe, soit sur une table, un tapis, soit à côté d'un radiateur. Il a le libre choix donc je l'ai dit, de répéter, il a le libre choix de faire aussi parfois avec soit un adulte ou tout seul ou avec d'autres enfants. Donc c'est riche, effectivement. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on a pour autant répondu pardon, à ses attentes, à ses besoins, parce que est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, justement, par rapport au thème? Est-ce que notre regard par rapport à cet enfant va pas être différent? Est-ce qu'on va autoriser, si c'est un petit verset d'eau et que c'est un garçon, on va dire, bon, c'est un garçon, alors justement, on va plus l'autoriser à renverser, à en mettre partout, vous voyez? Ou inversement, hein, est-ce qu'on va pas attendre aussi peut-être plus d'une fille, que ce soit beaucoup plus lent, beaucoup plus propre? Voilà, c'est une question que je veux poser, hein. Je veux pas forcément encenser la pédagogie Montessori parce que c'est pas vrai, elle fait pas forcément mieux que tout le monde. Et inversement, on peut se poser des bonnes questions, des fois dans une ambiance qui n'a pas de libre choix. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais même si la pédagogie Montessori a une approche qui va dans le sens du respect, justement, de l'autonomie, du respect de l'individu, qu'il soit garçon ou fille, soyons attentifs sur le fait que, voilà, il y a des garçons et des filles, et que ça ne suffit pas de proposer une pédagogie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette première question. Alors la question suivante, c'est sur la question, le besoin de compétition. Le besoin de compétition que certains enfants ont, est-ce que c'est compatible avec le respect de l'autre et dans quelles conditions? Oui, Alors la compétition de certains enfants est notée, mis en avant c'est peut-être plus les garçons. oui. Oui, alors bon, on est dans une société où qui est très ambivalente parce qu'à la fois tout le monde est branché sur sa télé, enfin tout le monde, beaucoup sont branchés sur la télé, soit pour le foot, soit pour le tennis, soit pour du sport, voilà, donc et on encense tout ça, on passe du bon moment, et puis inversement, on veut pas que nos enfants soient en compétition, on a du mal nous-mêmes aussi des fois à l'être avec d'autres, soit structures ou soit collègues. Donc vous voyez, on est dans une société qui est très ambivalente à mon avis par rapport à ce qu'on montre aussi, encore une fois, à nos enfants par rapport à ça. Bon, moi, c'est une première piste de réflexion que je donne. La deuxième, pour avoir justement 4 garçons bon, donner une expérience, c'est vrai que j'en ai 2 parmi 4 qui ont vraiment une attitude très compétitive, qui vont rechercher ça. Ça ne veut pas dire qu'ils s'y épanouissent, hein, qu'ils sont plus heureux, mais c'est plus fort qu'eux. Il faut absolument qu'ils affrontent l'autre, ils réussissent, ils gagnent. Vous voyez, c'est dans leur attitude, alors que les 2 autres, c'est pas le cas. Donc, comment moi, en tant que maman, justement, de 4 garçons, je vais répondre à leurs besoins, qu'est-ce que je vais leur proposer, comment je vais réagir, quel modèle moi-même j'ai vis-à-vis de la compétition, quel modèle je renvoie à mes enfants. Donc moi souvent je dis, moi, vous savez, la pédagogie Montessori, elle n'est pas contre la compétition, hein. Justement, si on veut répondre et on veut suivre le développement de l'enfant, il faut aussi mettre en place des activités, mettre en place des modèles et des choses pour que les enfants qui aiment ça, qu'ils soient garçons ou filles d'ailleurs, puissent avoir des réponses. Alors c'est pas vraiment le lieu non plus qui est prévu pour ça, hein. Après, chaque parent peut effectivement y répondre et doit y répondre dans son éducation. Si votre enfant aime la compétition, bah, l'en privez pas parce que c'est quelque chose dont il a besoin. Donc voilà. Très Est-ce qu'il y a une bien. autre question? On arrive de Non, toute façon au terme de l'heure. Bon, ça a non, été non. un gros challenge. Un gros challenge pour Alain et pour moi aujourd'hui de vous accueillir et d'échanger avec vous grâce à ce webinaire. J'espère que ça va être ensuite va aller dans le bon sens. 1 heure, c'est court, mais il faut aussi se donner des temps limités, surtout en soirée comme ça.
En conclusion, je rappelle que ce webinaire a été enregistré dans son intégralité. D'ailleurs, il faut que j'arrête l'enregistrement. Et que nous allons diffuser le fichier vidéo sur nos LMS de façon à ce que vous puissiez le regarder à nouveau, regarder les parties que vous avez manquées ou les parties sur lesquelles vous avez eu des problèmes techniques. Vu les résultats du sondage, les problèmes techniques, il y en a eu moins que je ne le redoutais, donc ça semble satisfaisant. Mais toujours est-il que le fichier sera en ligne pour vous. D'accord.